plusieurs choses que j'ai notées. Même si vous êtes à l'aise au sol, évitez de vous mettre systématiquement sur le dos. Si vous pratiquez le sol pour du MMA, ce qui prime, la priorité, c'est une position dominante. Ok? Je suis sûr qu'on vous l'a déjà dit, mais c'est pas évident. Et plus on est à l'aise sur le dos, et plus on oublie ça. On se dit, ah, c'est pas grave, je vais le prendre dans ma garde, je vais le soumettre, je vais lui faire un triangle, une clé de bras, peu importe. Et vous mettez de vous-même, vous avez tendance à moins lutter, moins chercher la position dominante sur les phases de lutte, et abandonner la position dominante pour vous mettre sur le dos en vous disant, c'est pas grave, de toute façon, je vais lui guillotiner ou je vais lui mettre une clé de bras. Ça marche quand les mecs qui sont moins forts que vous au sol. Ça ne marche plus quand le mec utilise les frappes au sol. D'accord? Là, vous êtes gentil et ça se voit que vous avez pour beaucoup une base de sol, une base de jiu-jitsu brésilien. Ça marche pas quand le mec, dans sa tête, il se dit « j'ai 0 sol ». Mais si ça va au sol, je vais lui tartiner la bouche, je vais lui mettre des coups de poing, des coups de coude, ainsi de suite. Et donc ton niveau au sol, il va être inutile parce que tu vas être là en train d'essayer de faire des jujis, des triangles et tout ça. Et à chaque fois que tu vas te prendre une patate, bah ça va réinitialiser ton disque dur. Et tu vas retrouver, ah qu'est-ce qui s'est passé? Ah j'ai pris une patate, et puis tu vas recommencer ta technique, il va te remettre une patate, ainsi de suite. En gros, pour simplifier, même si vous avez un meilleur niveau de sol que ton adversaire, à partir du moment où c'est en MMA, la position dominante donne un avantage à celui qui l'a. D'accord? Donc même si, je sais pas moi, tu as 4 ans de jiu-jitsu brésilien et que tu es fort en jiu-jitsu brésilien et que ça ne te dérange pas d'être sur le dos, bah lui, avec 1 an de sol, les bases du sol, les bases rudimentaires du sol, plus du ground and pound, des frappes au sol, il va pouvoir annuler tes 4 ans. Ça veut dire qu'il faut absolument que vous mettiez dans la tête, si c'est du MMA que vous pratiquez, ou vous pratiquez le sol pour du MMA, il faut vous mettre dans la tête que être sur le dos, c'est pas une bonne option. Si vous tombez sur le dos, il vous amène sur le sol, et vous êtes sur le dos, vous voulez ou renverser, ou prendre le dos, ou vous remettre debout. 3 options. Et seulement en quatrième option, vous voulez soumettre. Bien évidemment, si le mec c'est un neuneu et qu'il te donne les bras, et qu'en plus de ça il te frappe pas, et qu'il te donne les jujis, il va prendre le juji, bien évidemment. Mais si tu as un mec d'à peu près ton niveau, c'est ou tu te relèves, ou tu le sweeps, ou tu prends le dos. Les 3 options en priorité. Et ensuite la soumission. Parce que je dis ça, je suis obligé de le dire parce que j'en vois beaucoup qui se mettent d'eux-mêmes, ils luttent à peine et puis ils se laissent amener au sol, ils sont sur le dos et puis après ils travaillent à partir du dos. On s'entraîne à faire en combat ce qu'on fait, non, on fait à la salle ce qu'on fait en combat, en gros. Donc si vous entraînez à la salle à tomber sur le dos et à faire des techniques à partir du dos, en combat, vous n'allez pas lutter. Dès que le mec il va vous toucher à peine les jambes, en single leg ou en double leg, tu vas te mettre de toi-même, il y a une petite voix qui va résonner, c'est pas grave, tu vas te rattraper au sol. Ouais mais non. Et quand bien même, allez, il te tape pas, mais il a les positions dominantes. Donc admettons un round de 5 minutes. Round de 5 minutes, ça se tape un peu debout, c'est un peu équilibré. Ça se tape un peu debout, il n'y a pas un qui se détache de l'autre. Il y a un takedown. Donc mon adversaire fait un takedown et parce que j'ai l'habitude d'être sur le dos à la salle, je me laisse plus ou moins tomber et je suis sur le dos. Lui, il est sur moi. Et je passe 2 minutes 30 sur le dos et lui est sur moi. C'est lui qui remporte le round. Même chose, deuxième round, tac, ça se tape un petit peu debout, bla, ça lutte un petit peu. Allez, vas-y, je lutte à peine, je me laisse un peu tomber sur le dos parce que, vas-y, je suis à l'aise au sol. Je suis à l'aise au sol, je suis bon, j'ai un bon juji, j'ai une bonne guillotine. De toute façon, à la salle, je fais taper tout le monde. Là, il t'amène au sol, il se met sur toi, 2 minutes 30, il remporte le deuxième round.
il n'y a que 3 rounds dans MMA. Ben, il a remporté le combat. Et toi, tu vas rentrer chez toi, tu vas être frustré, tu vas dire, ah putain, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ouais, mais tu les as pas fait. Parce qu'on fait en combat ce qu'on fait à la salle. Et si tu t'es habitué à te mettre sur le dos systématiquement à la salle en disant, je vais travailler mon juji, je vais travailler mon triangle et ainsi de suite, tu te retrouves en combat de MMA et tu perds les combats à la décision. Parce que ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Parce que le mec en face de toi, il a une défense rudimentaire du juji, une défense rudimentaire du triangle, suffisamment pour ne pas se les manger. Par contre, toi, tu es sur le dos et lui, il a une position dominante, donc c'est lui qui remporte le combat. Vous comprenez ça ou pas? C'est important que vous compreniez que quand vous combattez, on met toutes les chances de son côté. Il faut mettre toutes ses chances de son côté. Si d'emblée, tu te mets dans une position d'infériorité, une position où tu es dominé, et que tu fais pour le premier round et le deuxième round, et puis après, ton coach, il est furax. Entre le deuxième et le troisième round, tu rentres pour la minute de repos, il dit putain, mais qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps sur le dos et tout ça, machin. Ouais, mais t'as déjà 2 rounds down où tu perds. T'as plus que le dernier round pour te rattraper. Et là, c'est tu cafouilles, tu essaies de faire tout et n'importe quoi pour essayer de gagner le combat par soumission ou par KO. Et tu l'as dans le baba. Encore une fois, on fait en combat ce qu'on fait à la salle. Si vous, à la salle, vous entraînez à tomber sur le dos systématiquement, faire des jujis, des machins, c'est bien. Tu vas entraîner ton juji, tu vas entraîner ton triangle. Mais si le mec en face de toi, il a une défense rudimentaire de juji, de triangle, et que par contre, il te met des parpaings dès qu'il peut, il te met des coups de coude dès qu'il peut, tu vas ni mettre ton triangle, ni mettre ton juji, et tu vas perdre le combat à la décision. Donc, pensez à ça, pensez à ça. C'est bien de savoir mettre les jujis, c'est super. Les triangles, c'est magnifique. Mais c'est encore mieux si tu sais avoir la position dominante. La position dominante au sol, elle te permet et de frapper, et de récupérer, et de soumettre. D'accord? Par contre, quand tu es dominé au sol, tu as une position dominée, tu prends les frappes. Tu prends les frappes, t'attaques moins que le mec qui est au-dessus, tu prends les frappes, et quand bien même, juste parce que, allez, ni lui, ni toi, vous faites quoi que ce soit de constructif pendant le round, alors que tu es en dessous, il va remporter le round juste parce qu'il a la position dominante. D'accord? Donc, évitez ça, les gars, évitez ça. Je sais qu'on est tenté... quand on a un petit sol sympathique, on est tenté de se mettre sur le dos et de travailler à partir du dos. C'est sympa en grappling et en jiu-jitsu brésilien, c'est très bien, mais pas en MMA. En MMA, la priorité, c'est la position dominante. Dans l'ensemble, pas trop mal, vous apprenez vite, c'est bien. Vous avez un bon petit niveau technique dans l'ensemble. Je vois il y a quand même des disparités, il y a des mecs qui sont très très forts et d'autres qui sont débutants tout simplement. Mais il y a une bonne dynamique dans le groupe, donc ça c'est bien, très très bien même. Je dis ça parce que j'ai fait un stage, j'ai donné un stage hier et c'était pas le même niveau. Donc vous avez une bonne petite équipe, c'est très bien, ne changez rien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à n'importe quoi, les techniques qu'on a vues aujourd'hui, ma carrière, je sais pas, ce que vous voulez. Je suis là pour vous répondre à vos questions. Ouais. Moi j'avais une question par rapport à quand tu as débuté le MMA, quand tu venais de la taille. Ouais. C'est quoi les points sur lesquels tu as le plus galéré quand tu as fallu passer de l'un à l'autre? J'en parlais avec le boss tout à l'heure. C'est simple, c'est quand on arrive, moi j'étais déjà titré en boxe taille, tu vois. On arrive en boxe taille, en MMA, on se dit, et ça c'est vérifié par la suite, il n'y a pas que moi qui le disais, il y a aussi tous mes potes qui ont été champions de boxe taille, qui ont voulu se mettre au MMA plus tard. C'est un constat que tu fais relativement vite, c'est que ta boxe de la boxe taille n'est pas la boxe du MMA. Il y a tout un tas de choses qui changent, et si tu ne fais pas les adaptations nécessaires, tu l'as dans le baba en fait. Ta boxe taille, elle va servir à pas grand chose.
Et c'est le même constat pour le Jiu-Jitsu. Un Jiu-Jitsuka qui est ceinture noire, qui a un très bon sol, qui se met au MMA, son sol Jiu-Jitsu, c'est pas le même sol que le sol MMA. Et si tu fais pas la transition, si tu fais pas l'adaptation entre les deux, bah, tu vas te retrouver à te faire soumettre par des mecs qui ont pas ton niveau au sol. Moi, j'ai soumis des ceintures noires de Jiu-Jitsu brésilien en MMA parce que c'était du MMA en fait. Tu vois? Et parce que y a une transition à faire et que c'est pas... En gros, c'est pas le même sport. Il y a des notions qui se retrouvent, mais c'est pas le même sport. Comme la lutte, c'est la même chose. La lutte, un très bon. Des trois styles, boxe pied-point, Jiu-Jitsu brésilien et la lutte, celui qui se transpose le mieux avec le moins d'adaptation au MMA, c'est la lutte. La lutte, et c'est pour ça qu'il y a une grosse réussite des lutteurs qui se mettent au MMA, c'est que des trois stylistes, celui qui va s'en sortir le mieux, le plus rapidement, c'est le lutteur. Parce que c'est lui qui dicte où se passe le combat déjà. Donc ça, c'est un avantage de malade. Grâce à sa lutte, il détermine si le combat il se passe debout ou au sol. Et parce qu'il a les positions dominantes au sol, c'est dur de soumettre un lutteur. Tu vois ou pas? Donc ça, il a un avantage qui est colossal par rapport aux deux autres stylistes. Le combattant de pied-point, il est obligé de s'adapter au MMA, à la boxe MMA, que ça soit la distance, que ça soit le rythme. Un boxeur taille, il est comme ça. Et puis c'est très statique. Si tu regardes que ses pieds pendant le combat, il ne va pas faire toute la surface. Ça se trouve, ils vont rester pendant 3 minutes dans un coin du ring. Tu vois? Si tu filmes que les pieds dans un combat de MMA, ils font toute la cage. Ils font toute la cage, ils sont partout, machin. En anglaise, ils sont beaucoup plus mobiles aussi qu'en boxe thaï. Donc il y a une mobilité qui n'est pas du tout la même déjà, en boxe thaï et en MMA. Il y a la distance aussi qui n'est pas la même. Le pied-point boxe thaï, il n'y a pas beaucoup de jaillissement pour aller frapper, tu vois. Tu es pratiquement déjà à distance de boxe avant de frapper. Alors qu'en MMA, tu jaillis. Tu vois. Donc il y a plein de trucs qui font que la boxe thaï, c'est pas la même que la boxe pratiquée en MMA. Attention, le genou, ça sera toujours. Si moi je mets un coup de genou, il sera meilleur qu'un mec du MMA qui met un coup de genou. Parce que ça a été ma spécialité pendant très longtemps. Mais arriver à la distance coup de genou, c'est ça qui change. Le jaillissement, le timing, le rythme du combat aussi, tout ça change. Et les enchaînements, tu arrives à faire des aussi longs qu'en pied-point ou c'est réduit? Ça dépend de ton adversaire. Ça dépend de la réaction de ton adversaire. Et ça, tu le sais, généralement avant, tu as vu des combats de lui, tu as plusieurs styles d'adversaires qui vont réagir différemment quand ils se font attaquer. Tu vas avoir un mec, par exemple, dès que tu vas l'attaquer, qui va reculer. Tu vois, tu vas avoir un autre mec, quand tu vas l'attaquer, il va avoir tendance à se durcir, à essayer de te contrer. Donc il va rester sur place, il va se durcir, il va essayer de se protéger pour te contrer. Donc déjà les deux styles, les deux stéréotypes de combattants, c'est pas du tout, tu vas pas les aborder de la même façon, tu vas pas les combattre de la même façon. Si toi, dès que tu attaques, le mec qui recule ou qui se déplace sur les côtés, tu vas pas l'attaquer de la même façon que sur un mec qui fait ça et puis bam, qui essaie de te mettre une grosse mentale derrière, tu vois. Donc, mais ça c'est dans tous les sports de combat. Ça c'est pas propre au MMA ou à la boxe thaï. Mais de toute façon, tu es obligé de t'adapter. De toute façon. Donc si tu es un spécialiste de boxe thaï, de lutte ou de jiu-jitsu brésilien et que tu veux te mettre au MMA, tu es obligé de t'adapter. Et puis après, tu es obligé de t'adapter par rapport au style de l'adversaire, à sa morphologie, à ses déplacements, à son rythme, à tout un tas de trucs. C'est quand ta première année à l'UFC? Pardon? Ton début à l'UFC, c'était quand? J'ai commencé tard, moi, à l'UFC. C'est 2010. J'avais 37 ans. Et c'est quoi ton plus gros combattant? Là-bas? Ouais, là-bas. Du Station. Comment qui? Du Station. Ah oui. Ouais.
J'ai commencé, je suis arrivé à l'UFC, mon premier combat c'était Louis Kane, qui était numéro 10, c'était un Brésilien. Ça c'était mon premier combat. Deuxième combat avec Gustafsson. Après j'ai fait Steve Cantwell, il me semble, qui était champion du WEC à l'époque, qui était numéro 12 je crois, 12 à l'UFC. J'ai fait Chad Griggs aussi qui descendait de poids lourd. Des poids lourds qui étaient numéro... chez les poids lourds il était numéro 10 aussi. Bref, j'ai affronté... ouais, sur les 8 combats que j'ai fait à l'UFC, il y en a la moitié qui étaient classés dans le top 15. Quoi, tu vois. C'est quelle organisation que tu as fait à l'UFC? Pardon? C'est quelle organisation de MMA juste avant que tu as fait à l'UFC? J'ai pas compris. C'est quelle organisation de MMA juste avant? Mon combat d'avant, j'ai combattu plusieurs fois aux États-Unis, je crois, avant l'UFC. Je ne pourrais pas te sortir. Elite XC, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et j'ai fait aussi... Ouais, je crois que c'était aux States. Mon combat d'avant à l'UFC, c'était un combat aux États-Unis. Ouais. Cyril, pour les jeunes, il y a des jeunes là qui sont déjà compétiteurs, qui ont 3-4 ans de pratique, qui veulent bien sûr comme beaucoup percer, monter au niveau. Tu leur conseillerais quoi dans une logique de carrière? Ouais. Tu leur conseillerais de s'entraîner comment, de faire par exemple de la compétition dans des styles différents, ouais, moi je rester vraiment dans le MMA? Non, faut un truc on en parlait tout à l'heure parce qu'on a fait une vidéo où on parlait de self-défense et pourquoi la self-défense pour moi c'est pas efficace, notamment parce que il y a une notion de stress qui n'est pas travaillée à la salle, qui peut être que travaillée en compétition ou alors dans la rue pour la self-défense, mais nous on a la chance d'avoir un laboratoire qui est la compétition, qui est du combat réel avec recherche de KO. Un truc qui va te permettre d'arriver à gérer de mieux en mieux le stress et l'anxiété, c'est la compétition. Et quand tu fais de la compétition que dans un style, bah, ça te limite. Alors que si tu t'engages, je sais pas moi, première semaine, tu es dans une compétition de K-mix, de karaté mix, 2 semaines plus tard, tu es dans une compétition de sambo, la fin du mois, tu fais un combat de kick, et ça, tout ça, c'est tous les mois. Bah, très vite, au bout d'un moment, bah, ton stress, ton anxiété, tu le gères beaucoup mieux que si tu combattais une fois par an, tu vois. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, et c'est pour ça que j'y crois pas à la self-défense, c'est que à partir du moment où tu sais ni gérer ton stress, ni gérer ton anxiété, ta peur, peu importe tous ces trucs, ces sentiments, ces émotions négatives, ces émotions parasites, moins t'es bon techniquement. À un moment donné, tu as besoin d'être lucide, d'avoir une certaine sérénité et de ne pas être justement stressé pour pouvoir ressortir la technique comme tu la connais. Dès que tu es stressé et que tu es en train de flipper de ce qui t'arrive, bah, c'est au détriment de ta technique. Ta technique, elle va être de moins bonne qualité si tu es stressé, si tu es anxieux, si tu n'es pas lucide, ainsi de suite. Et donc, plus je vais faire de la compétition et plus je vais apprendre à gérer le stress, l'anxiété et tout ça, et plus je vais retranscrire ma technique comme elle est. Donc c'est important de faire de la compétition. Et c'est pour ça que c'est important aussi, un autre truc, un bienfait aussi de faire différents styles en compétition, c'est la faculté d'adaptation. Et ce qui est la faculté de s'adapter, la faculté d'adaptation, c'est une des plus grosses qualités pour un combattant, surtout un combattant de MMA. Tu dois être capable de t'adapter à n'importe quelle situation, adversaire, morphologie, problématique. Et donc, plus je vais faire des styles différents, et plus je vais être confronté à des problèmes différents,
et plus je vais améliorer ma faculté d'adaptation. Donc ça, c'est aussi une des raisons pourquoi c'est important de faire tout un tas de styles différents. Pas que de se dire, oui, je vais être combattant en MMA, donc je vais faire que de la compétition en MMA. Bah ça, c'est un mauvais délire, ça. Fais tout ce que tu peux faire. Kickboxing, sambo, grappling, lutte, tous les trucs qui vont te perfectionner et qui vont améliorer tes capacités de combattant vont faire que tu vas devenir meilleur combattant de MMA. Khabib, qui a continué tout au long de sa carrière de MMA, a continué de faire ses compétitions de sambo et de grappling. Parce qu'il disait, voilà, exactement ce que je viens de dire. Ça va faire de toi un meilleur combattant de MMA. Voilà, donc je vous pousse à faire tout ce que vous pouvez faire, même du kick, même de l'anglaise pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas. Box style, pareil. Grappling, pareil. Et il y a suffisamment de compétitions en France aujourd'hui pour être busy et de se retrouver en fin de saison avec, je sais pas moi, une quinzaine de combats dans plein de styles différents qui vont faire que tu vas être un meilleur combattant de façon globale. Est-ce que tu as vu le style de l'UFC ou même du MMA en général évoluer du temps où tu y étais? Ouais, bien sûr. Maintenant, mais est-ce que tu penses que ça va continuer à changer? Moi, j'ai commencé mes premières compètes de MMA, c'était au milieu des années 90, tu vois. Donc il y a eu le début, du MMA avec, le début du MMA professionnel avec l'UFC. C'était en 1993. Ma première compétition en style hybride, où on mélangeait boxe, projection et soumission, c'était en 96. Et donc en 96, j'ai fait mes premiers combats face à des mecs qui étaient, par exemple, j'ai rencontré Sakurai, qui était champion du Shuto japonais, tu vois, qui était beaucoup plus complet que moi, mais que j'ai battu grâce à ma boxe style. Et donc, à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup plus de spécialistes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des mecs qui sont très forts dans un domaine, mais qui sont aussi forts dans les autres domaines. Genre un Cédric Doumbé, par exemple, bah, c'est un striker, il a été X fois champion du Glory, c'est un très bon kickboxer, mais il fait de la lutte, et il fait du grappling. Et si tu le vois tourner en lutte et en grappling, tu te dis pas c'est un striker. Tu te dis pas, ah ouais, bah, c'est un striker qui vient de se mettre machin. Tu te dis non, le mec, il a un vrai niveau, tu vois. C'est à peu près partout pareil d'ailleurs. Et puis si on prend son alter ego, tu prends un Baki, qui vient je crois du judo, je crois. Bah, quand tu vois boxer, tu te dis pas c'est un judoka, tu te dis c'est un mec qui fait de la boxe. Pareil au sol, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le prototype du combattant de MMA, c'est un mec qui est archi complet. Il peut avoir une spécialité, parce qu'il a commencé en kick ou en boxe taille ou en jiu-jitsu brésilien, peu importe. Mais tellement il est devenu bon dans les autres domaines que à un bout d'un moment, tu n'arrives pas à faire la différence entre ces spécialités en fait. C'est ça la grosse différence. Il y a 20 ans en arrière, ou 25 ans en arrière, ou 30 ans en arrière, en MMA, il y avait des spécialistes qui étaient très forts dans un domaine et bof dans l'autre domaine. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, pour évoluer en MMA à haut niveau, si tu n'es pas bon dans un domaine, tu as une carrière qui est courte. Donc il faut être le plus complet possible. Moi j'ai une question, Cyril. Ouais. Bon, tu as arrêté ta carrière. Ouais. Et il y a des gens comme Le Banner qui continuent, il y a des gens comme Greg MMA qui avaient arrêté et qui ont repris. Ouais. Est-ce que toi, si un jour on te propose un combat, ouais. Admettons dans un an ou deux, est-ce que tu serais capable de reprendre ou c'est totalement derrière toi? Il n'y a pas grand-chose qui pourra me motiver pour reprendre. Je pars du principe que t'es combattant. Combattant, c'est un état d'esprit, tu vois. C'est pas juste je monte sur un ring ou je rentre dans une cage et je suis combattant. C'est avoir l'envie déjà, avoir l'envie, vivre cette envie au quotidien, t'entraîner 2 fois par jour, toute l'année, faire le nécessaire, faire les sacrifices nécessaires, ainsi de suite. Donc,
une fois que tu as switché, une fois que tu es sorti de ce mindset, que tu n'es plus combattant, c'est compliqué d'y revenir. Et c'est pour ça qu'on voit tout un tas de comebacks ratés, tu vois. Tu as des mecs comme Tyson, on l'a vu, machin, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a plein de mecs qui... tu n'entends pas parler d'eux pendant des années, et puis tout d'un coup, le mec il sort les doigts du huc parce que souvent c'est parce qu'il a plus d'argent, tu vois, et qu'il a des impôts à payer. Et donc les mecs ils disent ouais je vais faire un comeback, ils reviennent et on est souvent déçus en fait. Parce que le mec il est sorti de son mindset de combattant. Il est devenu monsieur lambda de tous les jours et c'est compliqué de s'y remettre. Donc pour répondre à ta question, il n'y a pas grand chose qui pourrait me motiver. C'est pas. Je dis souvent que c'est l'argent. Si on me dit on me propose $1 million pour revenir, est-ce que bon, entre parenthèses, personne ne va me proposer $1 million pour revenir. Hein, mais admettons une folie, un mec qui me propose un gros chèque pour revenir. La motivation, l'argent, ça n'a jamais été ma motivation. Par contre, des noms, tu vois, des noms genre un Shogun, tu vois. J'aurais bien aimé l'affronter dans les meilleures conditions. Et le Banner, tiens, tu as parlé de le Banner, affronter le Banner, ça m'aurait bien plu aussi. Mais sinon, ouais, non. Okay. Moi, ils m'ont motivé. Ça marche. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous servir des quelques techniques qu'on a vues aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? S'il y a des gars qui montent sur Paris, peuvent payer des séances chez toi dans ton club, ouais, non, mais ouais, sans problème. Ouais. À quelle fréquence tu conseillerais à un amateur compétiteur de s'entraîner par semaine avec cours techniques et préparation physique à côté? Alors, tous les ans ça change ça, parce qu'à chaque fois on me pose la question, je te dis, ça grossit en fait. Parce que le niveau en France, il est en train d'exploser, tu vois, même chez les amateurs. On voit une progression aujourd'hui qu'on n'a jamais eu depuis qu'on fait du MMA en France. Là, c'est vraiment le niveau amateur plus, c'est largement meilleur que le niveau professionnel français il y a 15 ans en arrière, tu vois. Donc c'est compliqué de te répondre à cette question, sachant en plus que généralement les amateurs, ou ils sont encore à l'école, ou ils ont un taf à côté, que c'est compliqué, machin. Mais la vérité, c'est que si tu veux être parmi les meilleurs amateurs en France, il faut quasiment que tu aies un régime d'entraînement proche de ceux de pro, tu vois. Donc, je dirais au moins 5 entraînements par semaine, plus ta sortie footing, et plus ta séance de muscu, tu vois. Voilà, si tu veux être parmi les meilleurs en France, en amateur. Sinon, tu peux te contenter de faire de la compétition en amateur et puis te dire, on verra ça plus tard, tu vois. Mais si je dois être honnête avec toi, aujourd'hui, les meilleurs amateurs français, c'est des mecs qui, ouais, ils sont quasiment au niveau pro, tu vois. Ils sont 2 entraînements par jour. Hein? 2 entraînements par jour. Ouais, pour beaucoup, ouais. Il y en a, moi je connais des pros qui s'entraînent, des amateurs qui s'entraînent 2 fois par jour, 5 fois par semaine, tu vois. Donc, ouais, pour être parmi les meilleurs Français en amateur, c'est quasiment ça, c'est quasiment s'entraîner comme un pro. Après, tu peux te contenter de moins, et puis, mais après tes résultats seront à la hauteur, en fait. Tu vois la MMA League, la ligue amateur en MMA en France. Tu vois le niveau des mecs qui gagnent, ils sont chauds, tu vois. Déjà des pros. Et puis ceux qui font l'IMAF, c'est pareil. Ouais. Tu vois, ceux qui font l'IMAF, l'équipe française, c'est des mecs qui sont très forts, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Après, je comprends, hein, c'est des sacrifices, c'est aussi pas sortir, tes potes ils sortent, toi tu sors pas, tu vas à l'entraînement. Tu te couches tôt, tu manges correctement, je suis passé par là donc je sais bien. T'as 20 piges, t'as pas envie de pas sortir le week-end, t'as envie d'aller voir ta meuf, sortir au cinéma, aller en boîte ou je ne sais quoi, tu vois. Mais il y a un choix à faire. Voilà. Après, c'est pour tout. Tout est pareil en fait. Plus tu vas viser le haut,
le haut niveau, l'excellence, et plus tu as des sacrifices à faire. Ouais. Tu vois, si tu veux pratiquer le MMA en hobby, bah, tu as moins de sacrifices à faire que si tu veux aller à l'UFC. C'est logique. Donc à toi de savoir ce que tu veux faire et où sont tes priorités.